Ici Bondy, ici Bondy. Ici Bondy, ici Bondy. B. B. C. BBC. Bondy. 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 Blog. Café. Bondy Blog Café. Gabriel garde l'anonyme. Ici Bondy, ici Bondy. Bondy Café. Bondy Blog Café un peu spécial aujourd'hui, vous le savez, la France traverse une situation assez compliquée et le Bondy Blog évidemment a été touché, effondré par cette situation. Donc nous avons avec toute la famille du Bondy Blog Café décidé de faire ce numéro un peu spécial parce que la vraie question qui est posée aujourd'hui c'est et maintenant, que faisons-nous? Et maintenant, comment faire en sorte que la démocratie reste la démocratie? Comment faire en sorte que le fanatisme ne l'emporte pas? Comment faire en sorte que la France ne bascule pas dans l'hystérie? Aujourd'hui, le Bondy Blog Café s'appelle le Bondy Charlie Café. Ici Bondy, ici Bondy. Bondy Café. C'est comme choc parce qu'on a tous été profondément choqués par ce qui s'est passé mercredi. C'est comme cité. Les 3 terroristes venaient des cités, nous aussi on vient des cités. Qu'est-ce qui va pas? Est-ce qu'il y a un problème qui est lié à ça? Est-ce que quelque chose dysfonctionne dans les cités pour pouvoir en arriver là? C'est comme Charlie, que tu le sois ou que tu le sois pas. Parce qu'il faut de la pluralité dans les médias. Parce qu'en voulant tuer les journalistes, ils l'ont rendu immortel. Ce sont des journalistes qui faisaient un journal qui racontait des conneries. Et je dis conneries dans le sens léger, qui racontait des légèretés, qui essayait de se marrer, qui essayait de faire rire. C'est comme conneries. H comme humour, parce qu'on se rend compte avec ce drame qu'être humoriste est devenu une profession à risque. H comme haine. Il y a ceux qui cherchent à donner des excuses à ces assassins. Il y a ceux qui utilisent ces drames qu'on vient de connaître en pointant du doigt. En pointant du doigt des populations, en pointant du doigt des profils, en pointant du doigt une religion, en pointant du doigt d'autres Koulibaly ou d'autres Boumedienne ou d'autres Mohamed ou Hamid. Alors haine, humanité, humaine, la haine est humaine, mais la haine amène que la haine. A comme attentat, mais A comme attentif pour que ce drame ne se reproduise plus jamais. A comme amalgame. Va falloir faire très très attention aux mots qu'on va employer dans les jours à venir. Il faudra bien différencier les musulmans du criminel, du barbare, du terroriste. R comme raison, parce qu'il ne faut pas faire de raccourcis. R comme rancœur, le sentiment le plus néfaste qu'il faut effacer rapidement pour bâtir un projet commun. R comme renaître. L, le L de liberté, la liberté de parole, la liberté de débattre, la liberté d'échanger des idées, la liberté de vivre. Liberté assassinée, mais la liberté qu'on va retrouver grâce au soutien de toute la nation. Liberté, c'est la France. I comme islam. C'est un des vrais enjeux pour moi de cet attentat, c'est réussir à comprendre ce qu'est vraiment l'islam, pourquoi on comprend mal cette religion, pourquoi on peut en être amené à faire ça et finalement qu'est-ce que l'islam. Allahu Akbar, c'est pas un cri de guerre. Allahu Akbar, c'est une prière. Parce que l'islam, c'est être juste et pas jouer les justiciers. I comme infernal et tous les islamalgames qu'on va connaître bientôt. E comme espoir. E comme espoir qui ne doit jamais s'arrêter de vivre. E comme espoir parce que c'est la plus grande des énergies et c'est ce qui fait avancer un pays. L'esprit libre ne meurt jamais. Vive Charlie. Bondy Blog Café un peu spécial aujourd'hui, vous le savez, la France traverse quelque chose de dramatique. Nous sommes face à cela et depuis quelques jours, nous devons rester debout. Même si l'émotion est importante, les mots doivent être aussi plus lourds, plus difficiles à porter parfois, mais en tous les cas, il faut faire face de façon à ce que la démocratie, la République française continue à faire rêver, et notamment à faire rêver les jeunes de France. Et les jeunes de France, nous les avons évidemment convoqués. Vous le savez, l'expérience du Bondy Blog, c'est justement cette question de la jeunesse qui doit prendre la parole, qui doit prendre le temps de la réflexion. Pour débattre avec nous, nous avons invité Jean Plantu,
qui est donc dessinateur du journal Le Monde, on vous connaît notamment donc à travers cette activité, Edoui Plenel, qui est journaliste et cofondateur du site Mediapart, et Nasser Ketan, qui est président du réseau Beurre FM. Et pour discuter, pour débattre, pour répondre aux interpellations, nous avons donc constitué 2 trios de blogueurs. Donc le premier est composé de Widad Ketfi, de Ilyes Ramdani et de Feiza Zerouala. Tout au long de cette émission, nous allons vous diffuser un certain nombre de reportages qui ont été justement captés pendant la conférence de rédaction du 9 janvier, c'est-à-dire 2 jours après ce drame. C'est donc d'ailleurs cette conférence de rédaction du Bondi Blog qui est un hommage réel à ce qui s'est passé, notamment le 7 janvier dans les locaux de Charlie Hebdo. Je vous propose d'abord les quelques réactions du jour J, c'est-à-dire que s'est-il passé dans vos têtes, que faisiez-vous le 7 janvier dernier et quelle a été la réponse des jeunes du Bondi Blog? Moi, franchement, j'ai mis un peu de temps à réaliser, en fait. Au début, j'ai reçu l'alerte comme tout le monde, fusillade à Charlie Hebdo. Je l'ai pris avec un peu de, je vais pas dire de légèreté, mais j'avais pas le recul nécessaire. Et c'est au fil de la journée, au fil des événements, quand j'ai vu, en fait, et moi, c'est la première fois que ça m'arrive, j'ai vu des gens avoir peur. C'était pas mon cas, mais j'ai vu vraiment des gens avoir peur, des journalistes, etc. Vraiment flipper, en fait, pour eux, pour leur famille, pour leurs enfants, etc., pour leur profession. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que c'était un événement dont on avait parlé sûrement pendant 10-15 ans, et je pense qu'on n'a pas encore réalisé la portée du truc. Pour moi, c'était impensable qu'il y ait des morts autant, que quelqu'un arrive, exécute froidement des dessinateurs, des journalistes, juste parce qu'ils ont fait des dessins. Moi, j'étais, depuis mercredi 11h30, je comprends pas ce qui se passe. Comme tout le monde, je suis resté abasourdi devant ça. Je me suis dit, déjà, c'était le premier attentat que j'ai vu de ma vie. J'étais trop jeune pour d'autres attentats, et là, franchement, j'étais choqué. Je savais pas ce que je regardais. J'ai ouvert la radio en rentrant chez moi, et ouais, ça m'a tué. J'ai passé l'après-midi j'avais plein de boulot à faire, mais j'arrivais pas. J'ai passé l'après-midi à regarder le vide. Et j'ai fini par après trouver un peu espoir et me dire que je pouvais essayer de me rendre utile. Donc on allait rédiger des communiqués de presse, faire le nécessaire, préparer des actions pour demain dans le lycée. Évidemment que tous les Français ont été touchés parce que c'est des valeurs républicaines qui ont été atteintes. Tout le monde a été touché parce que on a l'impression que la République s'est un peu fissurée et qu'on a atteint dans notre pays. Mais c'est extrêmement frustrant de se dire il se passe quelque chose, peut-être que les conséquences seront sur le long terme, elles vont être négatives, mais je sais pas quoi faire et je sais pas quoi dire. Je bosse avec des journalistes qui les ont connus ou côtoyés, donc ça commence à crier, à pleurer. Je vois un peu Charlie Hebdo. C'est vraiment, autour de moi, c'est vraiment le chaos. Et là, tu regardes autour de toi, tu te dis, ça va être long, je vais passer des journées longues. Et les gens, avec la tristesse, ils vont dire des choses qui vont te blesser, mais tu dois faire profil bas. Et c'était vraiment un coup difficile. Et je vois une dame de ménage qui passe après, qui s'appelle Madame Mendy. Et elle me dit, ils nous ont tous tués. Moi, je suis très très en colère en fait, parce que je comprends pas tout ce qui se passe. J'ai eu plusieurs étapes. Au départ, j'ai aussi pris ça un peu à la légère. Quand j'ai vu la première alerte, c'était une attaque sur la façade de Charlie Hebdo, donc je me suis dit, oh, ça doit être une petite attaque. Et puis après, donc, plusieurs bilans, on reçoit plusieurs bilans sur son portable, 2-3 morts, puis 11 morts. Là, je me suis dit, merde, qu'est-ce qui se passe ? Et alors quand j'ai commencé à regarder les vidéos, c'est là que j'ai vraiment pris un coup et je me suis dit putain mais ça y est quoi, on a pris 10 ans ferme. En fait j'ai pensé, c'était un peu égoïste parce que t'as d'un côté le choc de la mort de tous ces gens qui se sont fait tuer et puis t'as un autre côté le contre-coup et tu te dis putain ça va être pour ma gueule. Et vraiment là je me suis dit ces mecs ils ont plus caricaturé l'islam que ne l'ont fait les dessinateurs. Déjà, ce jour-là, ça a commencé avec de la colère pour moi personnellement, parce qu'on avait Michel Houellebecq, un écrivain qui était invité pour la première fois dans un média de grande audience, en l'occurrence France Inter à la matinale. Et en écoutant son interview de 8h20, comme s'il était interviewé à la même heure que le président 2 jours avant,
tu comprenais que ce mec-là, ça le regarde, hein. Ce mec-là, il a un problème avec l'islam. Et cette journée, elle a commencé comme ça pour moi. Elle a commencé dans la rage, personnellement pour moi. Et à 11h30, j'ai appris ce qui s'est passé à Charlie Hebdo. Et j'avais même plus de rage en moi, honnêtement. À ce moment-là, c'était une impression de recevoir des coups et des coups et des coups comme ça. Comme une impression de se faire lyncher comme ça, sans pitié. Parce que je pensais aux conséquences, aux impacts que ça allait donner. Et je me disais que c'est bon, c'est irréversible en fait. Voilà, donc premier extrait de la conférence de rédaction du Bondy Blog. Widad. Moi, j'aimerais bien vous demander, vous, comment vous avez appris tout ça, quelle a été votre première réaction et quel est votre ressentiment, un peu comme la question qu'on s'est posée. Où étiez-vous, par exemple, le 7 janvier? J'étais chez moi et je me préparais parce que je devais déjeuner avec le président de Reporters sans frontières, qui me téléphone et c'est lui qui m'a appris la tragédie. Et ensuite, j'ai regardé la télévision et j'ai vu défiler le nom de dessinateurs dont j'admire le talent, que je connais depuis 35, voire 40 ans. Et puis T-News, par exemple, on était il y a un mois, pas loin, au Forum des Halles, en train de faire des dessins qu'on donnait comme ça à des gens qui nous demandaient comment vous dessinez l'intolérance, comment vous dessinez la paix, comment vous dessinez ce qui vous énerve. Et donc on était interpellés par des gens et T-News donnait ses dessins. Il faisait les dessins et il les donnait. Voilà, c'est ça, c'est le... Vous avez pensé à tout ça à ce moment-là? Vous vous êtes rappelé tous ces moments que vous aviez passés avec eux? C'est quand même des gens, c'est pas des figures c'est des gens que je connais. Est-ce qu'il y a une différence, Edoui Plenel? Nous, en tant que journalistes, on parle de mort en permanence, on parle de liberté, d'interdiction de liberté de la presse dans un certain nombre de pays. Et là, tout d'un coup, on l'a en plein cœur de Paris. Est-ce qu'il y a une différence d'impact psychologique quand on est Edoui Plenel? Vous savez, pour moi, c'est ce qu'on a dit tout de suite, c'est un attentat pas contre des journalistes, même si des journalistes sont morts, mais aussi un employé d'entretien, mais aussi un correcteur, mais aussi un webmaster, mais aussi des policiers, et puis une policière, et puis 4 personnes parce qu'elles étaient juives, tout simplement, et qu'elles faisaient leurs courses avant le Shabbat. Donc pour moi, c'est un attentat aux libertés, à toutes nos libertés. Ma réaction depuis bientôt une semaine, c'est celle-là, c'est ce sentiment un peu de... Non pas d'émotion, parce que je pense que nous, on ne peut pas rajouter de la passion à l'émotion, on doit donner du sens. J'ai trouvé bouleversant ce qui a été dit parfois sur qu'est-ce qu'on peut faire, comment comprendre. On reviendra là-dessus. Voilà, non mais je dis juste, je n'y réponds pas, je dis juste que voilà, j'ai un sentiment depuis une semaine de moindre insouciance. Comment on fait pour analyser cela, sachant qu'on est journaliste, on est tenu de garder une certaine distance, et en même temps, vous avez tout un travail d'explication à faire. Comment est-ce qu'on résout cette équation? Parce qu'on est touché quand même... Mais Jean était là, puisque j'ai été 25 ans au Monde, quand j'ai dirigé la rédaction du Monde quand nous avons dû faire face aux attentats du 11 septembre. Je ne compare pas, pour autant, je me méfie de ces comparaisons qui impliquent parfois des réponses similaires. Bon, il y avait de la passion, il y avait de l'émotion, on a passé toute une nuit, on a fait un numéro très spécial avec toute la polysémie. Je pense que face à un événement comme celui-là, la pire chose, c'est de simplement être dans l'émotion, on l'est tous, donc que les journalistes disent leur émotion, ça ne rajoute rien. Mais c'est un peu l'image du puzzle. Personne n'a la vérité unique d'un tel événement. Il faut mettre plusieurs pièces pour comprendre. Il faut aussi bien parler de cette idéologie criminelle et délirante qui a armé les assassins que de toutes nos fractures sociales, toutes nos exclusions qui ont produit la rencontre entre cette idéologie et cette jeunesse. Autre question, Ilyes. Vous êtes tous les trois des hommes de médias. Nasser Ketan, vous avez cette spécificité de connaître un petit peu la situation de l'autre côté de la Méditerranée. L'Algérie a été touchée dans les années 90 par des événements qui peuvent faire écho à ce qui s'est passé la semaine dernière. Est-ce que vous y avez pensé et dans quel cadre est-ce que le parallèle
peut se réaliser? Bien sûr, on y a pensé, d'autant plus que Mustapha Ourad était chez nous dans les années 90. Quelques mois, il était arrivé comme clandestin. Il avait fui la barbarie du GIA et il se retrouve rattrapé par le terrorisme islamique. Donc, il était correcteur à Charlie et il venait d'avoir la nationalité française. Voilà, donc de façon quasi, je veux dire, charnelle, on se retrouve confronté. Vous l'avez dit, nous, c'est une réaction à double, triple détente. Dans toute notre histoire, on est à la fois acteur et sujet. Moi, à titre personnel, je veux dire, cette histoire de Charlie Hebdo m'a fracassé parce que c'est notre histoire. C'est l'histoire des enfants de l'immigration. Je veux dire, nous, on a créé des journaux, on était pas autorisés, on était sans frontières, on s'est réfugiés dans les locaux de Libération. La culture de Charlie Hebdo, la culture de Libération, c'est une culture qui nous était propre et c'est là-dedans qu'on s'est épanoui. On a trouvé la liberté d'expression. Et Charlie Hebdo était contre l'intolérance, je veux dire, comme Plantu, comme Edoui, c'est notre culture, c'est notre horizon. Et c'est notre oxygène. Et moi, je me suis retrouvé orphelin. Est-ce que vous pensez qu'après le 7 janvier, votre façon de travailler doit changer ou risque de changer? Oui, tout à l'heure, vous me demandiez qu'est-ce que j'ai fait après avoir été sous le choc de regarder à la télévision le nom de mes copains, les 5 dessinateurs, et puis tous les autres que je connaissais pas. Il faut se dire, qu'est-ce que je fais avec ma main? Qu'est-ce que je fais avec le stylo? Qu'est-ce que je fais alors? Alors j'ai fait ce dessin qui est sur la tablette, là, de tout cœur avec Charlie Hebdo. Je sentais le besoin de mettre une main qui tient un crayon. On voit une main sur votre dessin. Est-ce que votre main, elle tremble? Est-ce que finalement, vous êtes un caricaturiste encore plus exposé? Peut-être vous êtes en première page du Monde tous les jours. Vous traitez aussi de ces questions-là. Est-ce que ça vous est arrivé d'avoir peur, et notamment depuis mercredi? J'ai pas à me poser la question, parce que vous voyez, par exemple, c'est prévu depuis longtemps, mais là... je vais dans quelques semaines, je vais au Pakistan, à Islamabad, je vais rencontrer des dessinateurs musulmans que je les connais tous. Et donc, à chaque fois, on essaye de voir comment, avec des copains d'autres religions, on fait des ponts, on essaye de voir comment on peut utiliser ces crayons pour continuer à faire des ponts, là où d'autres essayent de faire des fractures entre notre monde et d'autres mondes. Et nous, on fait juste des ponts avec des petits crayons. Il faut juste rassembler des petits crayons, et avec ça, on fait des croisillons et on fait des ponts. Je veux juste souligner un mot important qu'il a employé, c'est le mot « nous ». Le pire piège aujourd'hui, c'est que des gens continuent à dire « il y a nous et eux, il y a nous et vous ». Et donc, le défi que nous avons, et que ressentent évidemment nos compatriotes d'origine, de culture, de croyance musulmane, je le dis toujours comme ça, pour dire qu'il y a 1000 façons d'être musulman, y compris musulman laïque, musulman juste de l'Aïd ou d'autres, et musulman pratiquant. Et c'est pour dire que nous avons à défaire cette façon de faire. Il y a nous et il y a eux, il y a nous et vous. Il faut faire du nous, Alors, justement, c'est pour ça qu'on fait des ponts. Regardez, là, il y a ce dessin. Je suis allé à Gaza, j'ai rencontré une fille qui s'appelle Omaya. Omaya, elle est du Hamas. Elle n'est pas forcément d'accord avec moi. Et alors, c'est pas grave. On discute. Moi, je l'écoute. Justement, je vous montrerai des dessins sur les mutilations sexuelles. Moi, si c'est moi qui montre des dessins sur les mutilations sexuelles des petites filles, on dira, bon, d'accord, c'est intéressant, mais il va nous faire... Mais c'est bien mieux quand c'est un Soudanais. Il n'y a pas très longtemps, j'étais dans une prison à Toulon, et il faut parler avec les prisonniers. Il faut amener des dessinateurs chrétiens, juifs, musulmans, pour dire, écoutez, vous adorez dessiner, parce que c'était une prison à Toulon où ils avaient tous envie de dessiner. Eh bien, prenez les feutres et discutez avec des juifs, des chrétiens, des musulmans, et des agnostiques et des athées. Il ne faut jamais oublier ceux qui doutent aussi. Je fais partie de ceux qui doutent, malheureusement. Alors, je vais vous le dire, c'est André XXIII, l'archevêque de Paris, quand il avait 15 ans, qui m'a fait le catéchisme. Et, bon, apparemment, il n'est pas doué, mais bon, ça, c'est un autre problème. Voilà. Alors, vous avez parlé tout à l'heure d'état d'esprit tous les trois. Vous savez très vite, dans la conférence de rédaction que nous avons montée dans les 2 jours qui ont suivi cet attentat, la question s'est posée justement cette mobilisation citoyenne spontanée. Le mercredi soir, très vite, les citoyens français se sont retrouvés dans les rues. Je vous propose de réécouter une partie de la conférence de rédaction et on reviendra justement sur les outils maintenant sur lesquels nous devons nous appuyer pour poursuivre cette bataille finalement qui s'annonce et qui est encore plus urgente vu la situation du 7 janvier. Moi, j'ai eu le sentiment qu'à partir du moment où les partis politiques ont repris les choses en main, on a commencé finalement la zizanie. Et donc c'est quand même un paradoxe, c'est-à-dire que les partis politiques qui devraient normalement être un peu les pères, la sagesse,
dans une situation comme ça, c'est à travers les prises de position des partis politiques et des polémiques qui ont donc suscité donc la présence ou non du Front National et tout ça, que l'on se retrouve dans une situation un peu dramatique. C'est quand même incroyable. Quelle est votre réaction, Bala? On a vu, dans le rassemblement, un mouvement spontané où on pouvait parler d'union sacrée et de communauté nationale. Et les premiers qui viennent flinguer la communauté nationale, ce sont nos dirigeants, les hommes politiques, en jugeant tel parti pas apte, pas républicain, et en se faisant des querelles de paroisse sur des morts. Et ça montre un état où on voit que c'est pas tant les Français qui sont malades, c'est ceux qu'on met à la tête. Tout ce qui était spontané était bon, et tout ce qui a été calculé, c'est-à-dire les calculs politiques, parce que le moment où on a hésité à mettre Marine Le Pen, je pense qu'ils se sont tournés 20 fois les pouces avant de se dire est-ce que ça aura des conséquences sur ma crédibilité politique? Est-ce que ça... En fait, le fait de calculer politiquement, ça détruit tout. Ça prouve aussi que nos responsables politiques ont beaucoup à apprendre du peuple. Parce que je trouve que... Voilà, le fait que là on est en train de débattre, ils auraient dû prendre de la hauteur, là on est en train de débattre, est-ce que le Front National va pouvoir participer ou non, des choses comme ça. C'est pas le moment. On doit tous se rassembler, tous se réunir. Pourquoi? Parce que véritablement, c'est fédérateur quand même. Pourquoi? Parce que c'est des valeurs de la République qui ont été attaquées. Encore une fois, ce genre de crise, je trouve, est assez révélatrice parce que ça permet de mettre au jour les failles, les défaillances des hommes politiques, des journalistes, parce qu'on a vu aussi la course au scoop. Certains ont fait du boulot formidable, sont restés pendant 3 jours non-stop à essayer de donner des infos, à être super prudents, et d'autres se sont engouffrés dans la course au scoop et à l'audience. Et enfin, j'ai même vu des messages d'une chaîne d'infos en continu qui dit « Ah bah merci, grâce à vous, on a réalisé la plus belle audience depuis je sais plus quand ». Enfin, à un moment, je pense que beaucoup ont oublié la décence dans ces moments-là. La nouvelle page à écrire, ça sera uniquement de la pédagogie en fait. Faut expliquer maintenant, faut faire comprendre c'est quoi l'islam, c'est quoi la société, c'est quoi la France, c'est quoi ce qu'on veut pour nous. Et ça, j'ai du mal à penser que c'est l'affaire uniquement des politiques. En fait, ce sera l'affaire des politiques, mais aussi des journalistes, des éducateurs dans les quartiers, des imams, des adultes, des grands frères. On voit bien que c'est un problème pas uniquement religieux, c'est un problème sociétal, c'est un problème qui a plein de ressorts. Et je pense que c'est l'affaire de tout le monde aujourd'hui d'expliquer ce qui n'est pas allé cette fois-ci. Moi, je pense que l'ennemi, il faut bien le chercher et on sait qui il est. L'ennemi, ça n'est pas celle qui porte un voile ou celui qui porte une barbe ou celui qui porte un survêt Lacoste. Il est pas là, l'ennemi. L'ennemi, c'est celui qui perd son temps sur Internet ou qui perd son temps qui perd son temps à lire et à croire que des conneries qu'il peut trouver, c'est l'islam ou c'est une cause. Non, l'ennemi, c'est l'assassin. C'est tout bête, ça n'est que ça en fin de compte. Ce qu'il faut se dire aussi, c'est que ces ennemis-là, ces ennemis-là, ils ont assassiné des journalistes dans une conférence de rédaction. Et ces ennemis-là, c'est aussi ceux qui sont au Nigeria, et ils s'appellent Boko Haram, et qui ont détruit, qui ont rasé 16 villages entiers, sans pitié. Ces gens-là, ils sont sans pitié. Il est là notre problème, en fait. Voilà, donc extrait de la conférence de rédaction dans cette émission Bondy Charlie Café. Plantu. Oui, je trouve ça très intéressant ce que vous avez dit sur la critique des médias. De toute façon, il faut toujours critiquer les médias, et je trouve ça très sain. Les médias, au moment, par exemple, de la mort, la pauvre princesse Diana, en 97, eh ben, il y a eu 500 villageois algériens qui ont été tués. Et tout le monde ne parle que de la mort de la princesse Diana. Or, le marketing faisait qu'on ne parlait pas de ces malheureux égorgés d'un village algérien. Quand on est journaliste, je l'espère, on est d'abord citoyen.
Qu'est-ce qui légitime notre métier? C'est d'être au service du public pour qu'il ait des informations d'intérêt public, pour arriver à comprendre, pour arriver à être conscient, pour arriver à agir. Donc cet échange qui est au fond l'échange sur le jour d'après, qu'est-ce qui est comme enjeu devant nous tous? Et qui veut dire que des journalistes doivent se battre dans leur rédaction contre ce journalisme qui joue avec le feu, qui nous fait 3 mois de Zemmour et qui était parti pour nous faire 3 mois de Houellebecq. Et pendant ce temps-là, par ailleurs, il y a tout quelque chose qui dègre de ressentiment. Le ressentiment, la victimisation produit les monstres. Mais si on tape, on continuera à produire des monstres. Donc, je dis juste, il faut se battre. L'enjeu pour nous tous, c'est que la société se prenne en main, que la société agisse. Aujourd'hui, les journalistes, beaucoup de journalistes vont essayer de faire des sujets sur l'islam, sur les musulmans, sur leur manière d'appréhender la chose, sur des jeunes de Saint-Denis qui ont 13 ans et qui vont dire « je ne suis pas Charlie ». Comment on fait pour... On fait de la contre-programmation. Tous ces gens-là, pour certains, sur les réseaux sociaux, m'attaquent très fortement. J'ai fait un livre pour les musulmans qui aurait pu être titré « Pour la France » ou « Pour les minorités » et qui mettait en garde. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que je n'étais pas surpris. À force d'agiter des épouvantails, on risque de produire des monstres. J'ai fait ce livre, pourquoi? Pour dire, mais arrêtez, tendons une main. Est-ce que vous connaissez cette jeunesse qui est ici? Est-ce que vous connaissez la réalité de nos quartiers populaires? Est-ce que vous connaissez la diversité d'être, entre guillemets, musulmans avec un S en France? Donc, moi, je ne peux vous répondre qu'une chose, c'est que le journalisme est aussi un champ de bataille. Nous, on nous donne souvent des chiffres ici, et j'ai repris mes chiffres d'il y a quelques mois déjà. 1 jeune sur 5 ne sait pas lire correctement en France. 1 jeune sur 5 de 18 à 25 ans vit sous le seuil de pauvreté. 1 jeune sur 5, c'est énorme. Dans les quartiers US, donc zones urbaines sensibles, dans les banlieues populaires, 1 enfant sur 2 vit dans une famille pauvre. Donc vous voyez un peu l'état socio-économique de cette situation. Et puis, la boucle fait 36% des habitants vivent en dessous du seuil de pauvreté. Donc quand on parle des banlieues en France, on parle de la population la plus pauvre de ce pays. On parlait beaucoup des chaînes d'information en continu. Il y en a 2 en particulier qui ont couvert ces événements avec beaucoup d'ardeur. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, et la question s'adresse à vous 3, qu'elles sont pas quelque part devenues un petit peu actrices de ce qui se passait? On a vu par exemple qu'Amédi Koulibaly cherchait à joindre BFM TV à plusieurs reprises, qu'à un moment il aurait dit « mais BFM TV, qu'est-ce qu'ils font avec leurs bandeaux? Ils se sont trompés ». On a vu que BFM TV par exemple a appelé directement l'imprimerie pour entrer en contact avec les terroristes. Est-ce qu'il n'y a pas quelque part des chaînes d'information qui sont devenues non plus seulement commentatrices et analystes, mais aussi également un petit peu actrices de ce qui s'est passé, par exemple Nasser Ketan? Bon, moi, il y a un truc que je voudrais dire, c'est que dans ce pays, je l'ai dit dans une rédaction cette semaine d'une grande chaîne de télévision, en France, les journalistes, ce sont des gens qui n'ont pas de culture. Ils n'ont aucune culture. Ce sont des gens qui sont feignants. Ils travaillent dans l'urgence. Une culture soit sur la vie dans les banlieues, la vie dans les cités, soit sur l'islam, ils ne connaissent rien. Donc ils fabriquent des infos très rapidement, c'est répété 50 fois dans la journée et ça exacerbe le fossé entre les gens. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que la première manifestation à République, où j'y suis allé, j'ai vu spontanément 40, 50, 60 000 personnes. Quelques heures après, j'ai vu la France des barricades. J'ai vu la France de toujours qui se soulevait. Il n'y avait pas de mot d'ordre, il n'y avait pas de parti politique et c'est parti crescendo. La manifestation de dimanche, moi j'ai pas vu d'identité malheureuse, j'ai vu une identité heureuse. J'ai pas vu du suicide français, j'ai vu du désir de vivre et du désir d'être français. J'ai pas vu une soumission, j'ai vu une France debout. Donc j'ai vu quelque chose qui est historique. Et cette République, maintenant, nous on attend d'elle qu'elle nous réintroduise dans son circuit. Oui, mais il y a une question, Nasser. Depuis 30-40 ans, on n'existe pas. Il y a une vraie question qui a été soulevée par Jimmy dans le cadre de cette conférence de rédaction. C'est finalement l'écart qu'il y a entre la France vraie, le peuple en réalité, et ses élites politiques. Parce qu'on a bien le sentiment qu'il y a un écart et qu'il y a une espèce d'oligarchie qui ne vit pas la même situation que le reste de la population. Edoui est là pour en témoigner. Pendant des mois et des mois, il y a des élites, pseudo-élites, des philosophes, des pseudo-philosophes, des intellectuels qui ont passé
passé leur temps à dire que la France était fichue, qu'elle était malheureuse, que c'était l'affrontement entre les communautés, que la guerre allait se déclarer, etc. Et je veux dire qu'il y a une grosse leçon qui a été donnée avec la manifestation, et ces élites sont à la remorque du peuple. Il y a une arme de dissuasion massive qui s'est imposée dimanche, c'est l'arme du peuple. Jean Plantu. Il faut aller dans les écoles. Moi, plutôt que d'aller tirer les sonnettes chez les politiques pour leur dire bon, secouez-vous, on a compris. Il faut aller dans les écoles. Regardez ce dessin. Secouons-nous. Allons dans les écoles. Bahra Boukari, il est de Palestine. Il est contre, évidemment, les attentats. Il les connaît tous. Et à chaque fois, il vient en France ou partout. Il était à Atlanta avec un des dessinateurs qui a été tué. Il y en a un autre, Khalil Abou-Rafeh, il est palestinien. Il le fait dans le journal Al-Quds à Jérusalem-Est. Ça, c'est formidable de se dire que quelque part, même si on a entendu que la mosquée du Caire n'était pas là, il y a ces dessinateurs qui, eux, construisent l'avenir d'un Proche-Orient pacifié. Regardez Kishka, qui est un dessinateur de Jérusalem, il est israélien. Eh ben, il fait des dessins et il les connaît. Et quand ils font les voyages ensemble, parce qu'ils ne peuvent pas se voir à cause des checkpoints, ils se voient au moins dans l'avion pendant 7 heures. Et pour terminer, regardez ce dessin de Uri Fink, il est aussi israélien. Tous ces dessinateurs, ils ont des choses à dire. Et il faut les dire dans les écoles. Il faut faire venir des chrétiens, des juifs, des musulmans et discuter sans se dire « toi, je ne suis pas d'accord avec toi, je te laisserai pas terminer ta phrase ». Non, tu termines ta phrase et après on va savoir pourquoi tu as des choses... Mais non, c'est pas compliqué du tout. Vous parliez tous les trois, excusez-moi, des réseaux sociaux. Ils ont joué une importance également au cours de cette semaine. Et du Plenel, c'est le directeur, je crois, de la rédaction d'une chaîne d'infos qui racontait que quand il avait choisi de ne pas diffuser les images de l'assassinat du policier. Et en rentrant chez lui, sa fille de 14 ans lui a dit « Mais papa, je les ai vus partout sur Internet, partout sur les réseaux sociaux. Comment ça se fait que je ne les vois pas à la télé ?» Est-ce que les réseaux sociaux aussi n'accentuent pas cet impératif de l'urgence, de l'instantanéité? Les réseaux sociaux, nous aujourd'hui, nous produisons des informations dans un monde qui est totalement horizontal, qui est totalement interconnecté. Le terrorisme était déjà international, avait des réseaux internationaux dans les années 60-70. Mais il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas le numérique, il n'y avait pas, va encore une fois au-delà des réseaux sociaux. Et c'est un débat d'ailleurs pour les caricaturistes qui a traversé Charlie Hebdo. Je fais des blagues, un peu de potache comme je ferais dans mon fanzine de bahut où plus c'est gros, plus ça passe. Et je le fais parce que je suis avec ma bande de potes. Le problème, c'est que parfois, ça a des conséquences un petit peu plus graves. C'est pas parfois, c'est qu'aujourd'hui, ce dessin, il va tout de suite aller à l'autre bout du monde. Donc nous sommes dans ce monde interconnecté où la seule barrière, c'est la langue. Or, justement, le dessin, c'est un langage commun. Par rapport à tout ce truc en flux continu, la vraie question qui a été étouffée, que nous avons été les premiers à poser, au même moment, il y avait, parce que c'est leur culture professionnelle, un article dans le New York Times, ou à peu près. C'est un immense fiasco policier. On peut à la fois rendre hommage aux forces de sécurité et dire que c'est totalement fou que cette folie criminelle ait eu lieu. Charlie Hebdo était une cible aussi importante dans le monde que Salman Rushdie. Charb était plus menacé que le président de la République française. Et après le fiasco de Mera, il y a ce deuxième fiasco. Nous avons fait ça. Nous avons fait l'enquête. Donc il faut dire ça aujourd'hui, quelles sont les failles, malgré l'émotion, Mais bien sûr, c'est notre responsabilité. Ni rire, ni pleurer, comprendre. Plutôt que de se précipiter pour demander un Patriot Act, rajouter des choses alors qu'on ne fait pas le bilan, alors qu'il y a 20 ans de loi antiterroriste et que c'est passé là. C'est bien que tu parles de l'affaire Mera parce que, et ça rejoint votre question sur les réseaux sociaux, on a été obligé dans le monde de faire un éditorial parce qu'on s'est dit qu'est-ce qui se passe après l'affaire Mera. Je le rappelle, qui avait tué plusieurs personnes, d'ailleurs des musulmans aussi à Montauban, mais aussi des petites filles à Toulouse, parce qu'elles étaient juives. Ils l'ont pris comme ça. Et sur les réseaux sociaux, on adore les réseaux sociaux, c'est très intéressant, mais il faut faire très très attention aux réseaux sociaux.
C'est-à-dire qu'on a été obligé de faire un éditorial dans Le Monde pour dire attention, il y a des tas de gens qui pensent que c'est le Mossad, les services secrets israéliens qui sont derrière tout ça. D'où la question évidemment de l'éducation. Et cette question, et maintenant, on fait quoi? C'est un peu ce qui est parti depuis quelques temps. Je vous propose la réaction des jeunes du Bondi Blog et on attaque la troisième partie où justement il faut maintenant nous projeter dans les mois à venir, dans les années à venir pour essayer de digérer évidemment tout cela sans l'oublier, mais de continuer évidemment à travailler au service de la démocratie. Et donc je remercie les trois blogueurs qui nous ont accompagnés depuis le début de l'émission et nous sommes bavards, nous accueillerons les trois autres blogueurs juste après ce reportage, ce dernier reportage lors de la conférence de rédaction. Moi je me suis aussi senti français dans ce moment-là, parce que je l'ai vécu comme tout le monde et j'ai été meurtri comme tout le monde, parce qu'un compatriote, peu importe son opinion, il s'est fait massacrer pour ses idées et j'ai été heurté pour ça. J'ai vraiment peur de ce qui va se passer à l'avenir. Je pense que tant qu'on se posera pas les bonnes questions, on ne trouvera jamais les bonnes réponses. Et si on joue la carte du choc des cultures, du choc des civilisations, on va renforcer les extrémismes de toutes parts. Et malheureusement, les discours que j'ai entendus, moi, depuis mercredi, bon, c'est encore frais, mais ça glisse vers le choc des civilisations. Et quand j'entends des gens dire, bon, les musulmans, il faut qu'ils se justifient, il faut qu'ils soient en tête de cortège, il faut qu'ils montrent plus haut que les autres qu'ils condamnent, ça, je trouve que c'est très dangereux. Et quand j'entends aussi des gens dire le problème n'est pas social, n'est pas sociologique, le problème il est culturel, je trouve que là aussi on glisse vers un terrain très très dangereux et ça me fait peur. La foule le soir à République était réconfortante et dans l'heure qui a suivi, je crois, l'annonce de cet attentat, j'ai reçu un message qui m'a un peu redonné espoir d'un ami à moi qui est un journaliste à la retraite et qui avait bien connu Volinsky en plus, qui me dit je pense plein à vous et soyez forte face au déferlement inévitable de la connerie. Et je vous embrasse et ça m'a touchée. Ces derniers temps, je pense que on était dans un pays où plus rien n'allait, quoi. Il y avait une forme d'emballement de tout, médiatique, culturel. Enfin, tout était mélangé, tout allait trop vite. Et puis on prenait. Et puis c'est une sorte d'explosion, une sorte de grande explosion qui, pour moi, apaisera les choses. En allant sur mon Facebook personnel, j'ai vu un nombre incalculable et une proportion très très grande de gens finalement qui vis-à-vis du discours qu'on entendait dans les médias, puisqu'en réalité c'est les médias qui étaient concernés par cet attentat, une vraie méfiance et une vraie distance qui était exprimée dans ces messages. Souvent, sans tomber dans les théories du complot, on s'interrogeait sur les circonstances de ce qui se passait et il y avait une empathie avec à la fois les médias et à la fois le corps des policiers, qui étaient les deux corps qui ont été touchés, une vraie distance qui existait malgré l'attentat. Et je pense que c'est un vrai problème dans les quartiers, c'est que notamment avec les médias, il y a une sorte de défiance. Et je pense que c'est une des questions aussi qu'il faut poser à travers cet attentat. On va beaucoup parler de la sécurité, du suivi de ceux qui reviennent des pays à risque, style Yémen, Syrie, tout ça. Et ça va être au centre du débat, on va se poser des questions là-dessus et on va peut-être partir, comme vous l'aviez dit, dans des lois un peu restrictives, type Patriot Act aux États-Unis. Et ça va restreindre les libertés, c'est un risque, mais faudrait vraiment pas que ça se fasse, quoi. La France, elle est comme un patient qui se réveille et on lui dit qu'elle a un cancer. Elle savait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais là, il y a un diagnostic et il est lourd. La difficulté, c'est le temps. Donner la sensation aux gens et leur donner l'espoir, ça prend plus de temps que de répondre à des peurs de base. Et là, la grande difficulté qu'on va avoir, c'est comment on ne cède pas à la panique et comment on ne va pas dans un basculement sécuritaire. Le Koulibaly en question, il y a encore quelques années, il était dans le Parisien, il allait rencontrer Nicolas Sarkozy, il bossait pour Coca-Cola. Donc qu'est-ce qui s'est passé entre cette période-là où il cherche un emploi et il dit qu'il va aller voir Sarkozy en espérant trouver un job et qu'il lui donne un job, et où il se met à tuer 5-6 personnes. Et ça, c'est un temps long. Devenir français, on sait qu'on l'est, mais la question des origines reviendra toujours. Et on pourra dire ce qu'on veut. Aujourd'hui, on est tous des Kaouchiens, on est tous des Koulibaly, parce que ces noms-là, ou même Boumedienne, c'est des noms ultra connus, ultra répandus. Et tous ces gens-là vont souffrir énormément. Demain, quand tu t'appelles Boumedienne et que tu enverras ton CV, ce ne sera pas la peine d'espérer. Et ça, c'est
ce ne sera pas géré immédiatement. On va déjà faire le virage sécuritaire avant. Et tu sais de quoi tu parles, Bala? Bien sûr que je sais de quoi tu parles, je suis un Fofana. Voilà, donc c'était le troisième et dernier extrait de la conférence de rédaction du Bondi Blog. 3 blogueurs nous ont rejoints. Bala Fofana, justement, qui est présent ici, Latifa Oulkouir et Saïd Arbaoui, donc, qui feront cette dernière partie de ce Bondi Blog café spécial Charlie Hebdo. Et c'est Latifa qui pose la première question. Après ce qui s'est passé, il y a un déferlement de haine, on va dire, à travers des actes anti-musulmans. Et pourtant, la mobilisation dans les rues ces derniers jours a donné de l'espoir. Comment on fait, et je voulais m'adresser à vous en tant... Enfin, je questionne les citoyens en vous, comment on fait si les hommes politiques ne résistent pas à la tentation du sécuritaire et de nous faire je voulais pas utiliser cette expression, un patriote acte à la française en restreignant les libertés. Comment on fait pour dire non? Parce que les gens qui étaient dans la rue ce week-end, il y avait que de l'espoir, et il y avait que de l'amour et de la tolérance. Je sais pas, Nasser, après Edwy Plenel peut-être. Non, Nasser Ketan, allez-y, Nasser Ketan. Bon, moi, j'étais sidéré. Hier matin, déjà, Sarkozy recommence en mettant immigration, islam, islamisme, etc. Il recommence, il est reparti pour un tour. Aujourd'hui, j'ai entendu, y compris des rangs de la gauche, dire il faut mettre des quartiers entiers sous surveillance. Il faut les mettre sous surveillance avec des flics, etc. C'est Malek Bouti qui a dit ça, voilà, député de l'Essonne. J'ai pas prononcé son nom. Donc je veux dire, c'est grave. C'est-à-dire qu'il s'est passé la France de toujours, la France des barricades, la France de 1789, elle était là pour dire il y a une France debout qui désire vivre tous ensemble, et on retrouve le politique qui vient et qui veut nous remettre en marche arrière. Donc là, il y a un vrai problème. Donc aujourd'hui, moi, ce que j'ai dit, c'est que Valls a très bien fait de dire il n'y a pas de France sans les Juifs. Et Netanyahou, quand il dit venez ici, c'est votre foyer, c'est une ingérence inadmissible. Les Juifs de France n'ont pas de patrie de rechange, ils n'ont pas de pays de rechange, ils sont français. Et j'ai dit les Français d'origine maghrébine, d'origine nord-africaine, d'origine d'Afrique, dont les grands-parents se sont battus en 14-18, en 39-45, qui ont fait les 30 glorieuses, etc. Je veux dire, sans eux, la France aussi n'est pas la France. Donc il faut que le gouvernement, il faut que le politique aille dans ce sens-là, de la manifestation de dimanche, et donne des signes très forts que la population lui a donné. Elle a donné le signal, la population française. Le peuple français a donné le signal. Là, il y a des outils. On a un arsenal judiciaire qui existe déjà. Les gardes à vue prolongées, ça existe. La coopération immédiate, ça existe. Les écoutes facilitées existent aussi. Maintenant, la question, c'est que vous êtes journaliste. Vous aussi, vous êtes en campagne maintenant. Parce que votre profession, elle a été blâmée. Les gens ne croient plus en vous. Ilyes parlait très bien de la méfiance qu'il y a. Comment vous repartez en conquête, vous, sur le terrain, concrètement? Il faut faire le bon diagnostic, puisqu'il y a eu l'image du cancer. Je trouve que la conférence de rédaction du Bondi Blog, là, tout ce qu'on a vu, a une intelligence très aiguë de la situation et des dangers qui nous menacent. On sait bien, c'est ce boomerang où on va prendre appui sur un événement sans vouloir voir ce qu'il nous dit sur nous, qui nous dérange, qui nous bouscule, pour remettre et accélérer un agenda régressif, un agenda identitaire, un agenda d'assignation, un agenda où on met la France en guerre avec elle-même. Mais vous pensez-vous que la France peut aller là? Vous pensez là? Il y a des forces, elles ne vont pas changer du jour au lendemain. La droite extrémisée qui faisait la courte échelle à l'extrême droite ne va pas changer de discours. Et une partie de la gauche qui a eu toujours cet agenda, celle qui disait l'islamophobie, ça n'existe pas, même pire, qui disait l'islamophobie, c'est le cheval de Troie des salafistes, c'est-à-dire double peine. C'est-à-dire vous ne pouvez pas vous plaindre de la discrimination, mais si vous vous en plaignez, c'est que vous êtes un terroriste. Donc tout cela existe, ces forces politiques, ces préjugés n'ont pas disparu. Donc quelle est notre responsabilité? Je dis toujours, nous, journalistes, encore une fois, on est citoyens. On est au service. Est-ce que c'est pas le serpent qui se mord la queue, tout simplement? C'est-à-dire qu'on baigne dans une atmosphère anxiogène depuis des années et depuis des mois. Juste avant les attentats, le débat c'était Houellebecq. Est-ce qu'on n'est pas face à un défi, juste après une manifestation d'une ampleur inégalable, est-ce qu'on n'est pas face à un vrai défi journalistique? Bien sûr, on est journaliste mais on doit faire de la politique, pas au sens partisan, au sens du bien commun. Ouais. C'est quoi faire de la politique aujourd'hui? C'est quoi faire levier sur nos politiques? C'est leur demander de parler de notre pays avec l'imaginaire du pays tel qu'il est, le visage des victimes
qui n'est pas le visage des assassins, cette France plurielle, multiculturelle, multiconfessionnelle. Je voudrais entendre dans la bouche de nos politiques ce que j'ai entendu de Madame Merkel face aux manifestations xénophobes, racistes, islamophobes. Elle a dit lundi, l'islam appartient à l'Allemagne. J'aimerais qu'on me dise aussi que l'islam appartient à la France, tout autant que le judaïsme, que le catholicisme, que l'athéisme, etc. Il nous faut tout cela. Est-ce que c'est possible de faire trembler justement le monde médiatique et le monde sur ces méthodes, comme par exemple Mediapart fait trembler le monde politique en révélant des affaires? Est-ce que ça c'est possible de provoquer un sursaut? Bien sûr, regardez, vous vous souvenez de ce débat mortifère sur l'identité nationale où Nicolas Sarkozy, avec ce transfuge du Parti socialiste, Éric Besson, voulait nous envoyer dans les préfectures à dire on n'a qu'une seule identité et elle est assignée et elle n'est pas faite de cette Amérique de l'Europe qu'est la France. Qu'est-ce qu'on a fait, Mediapart? Journal participatif, qui a des blogs comme vous. Nous allons lancer un appel. Nous ne débattrons pas. En disant, nous, on aime le débat. Mais là, on ne va pas débattre où c'est vous qui fixez l'ordre du jour d'en haut et dans les préfectures. C'est la seule fois dans notre histoire des je ne sais combien de dizaines d'années où un appel a été signé de Olivier Besancenot, l'extrême gauche, à Dominique de Villepin, une partie de la droite. Et toutes les nuances politiques ont signé cet appel. Et on a cassé ce faux débat. On l'a interrompu. S'il vous plaît, Jean Plantu. Un dessinateur, il est aussi journaliste. J'ai une carte de presse. Et regardez ce dessin où, par exemple, on n'oublie jamais d'être journaliste quand on est dessinateur. On a une carte de presse. Regardez, ça c'est un gars qui a coupé la tête des otages il n'y a pas très longtemps. C'est comme ça que je les dessine. C'est comme ça que je lui mets tout autour des pauvres petites jeunes filles autour de la taille. Ça, c'est un aspect, ça c'est le côté charge du travail du dessinateur. Et puis à la fois, il y a un nuage où il y a marqué « l'islam, ce n'est pas ça ». Je réfléchis et je me dis, tiens, ben voilà, on va dessiner les nuages comme ça, en disant, on va parler du rôle, qu'est-ce que l'islam, qu'est-ce que dit l'islam, qu'est-ce que dit le Coran. Et là, je termine sur la pédagogie, c'est-à-dire que là, j'y mets un jeune musulman. Vous voyez la différence, comment on peut traiter de manière un extrémiste et un musulman qui va tout simplement à la mosquée et dit, tu vois, même lui, il le dit. Et donc, il y a cette petite jeune fille qui dit, not in my name. Ça, c'est le boulot des dessinateurs de presse qui sont aussi journalistes. Et vous qui aimez, et vous avez bien raison de critiquer la presse, il faut aussi rendre hommage à la presse qui, des fois, meurt pour vous donner des informations. Il y a un an exactement, il y a des journalistes de RFI qui sont morts parce qu'ils voulaient témoigner quelque part en Afrique, quelque part en Syrie, quelque part en Irak. Et là, c'était en Afrique. Et puis là, j'ai fait ce dessin et toujours des traces de vie dans le désert parce que à chaque fois qu'il y a un dessinateur ou un micro ou un journaliste qui meurt sur le terrain, il y en a d'autres qui vont germer et cet arbre de vie, il est l'avenir et il sera toujours plus fort que le gars qui empêchera de faire vivre cette... Nasser, s'il vous plaît, Nasser, s'il vous plaît. Moi, je crois que pour les réponses, là, Plantu, avec sa fougue habituelle, vient de dire on a besoin des dessinateurs. Ils sont dans l'imaginaire, ils sont dans la création, ils sont dans l'émotion, ils sont dans le rêve. On a besoin d'eux, ils sont notre oxygène. Et ce sont les seuls qui peuvent peut-être répondre à cet irrationnel que nous véhiculent des religions comme l'islam. Mais on est en France, on est dans le pays de la laïcité. Et il y a des réponses à apporter après ce qui s'est passé. Il y a des réponses très claires sur le plan de la communauté musulmane. Depuis des années, on nous assigne. Est-ce qu'elle existe, la communauté musulmane? Moi, je ne sais pas ce que c'est que la communauté musulmane. D'après Olivier Roy, elle n'existe pas. Je ne sais pas. Donc c'est réglé. On est dans une visibilité-invisibilité. Et par rapport à ça, il faut maintenant crever l'abcès. Je veux dire qu'on n'existe pas. On est dans les médias. On est que par effraction. On n'est que par effraction. Donc aujourd'hui, il y a tout un travail de pédagogie, comme l'a dit Plantu, mais il y a des outils. Il y a France Télévisions, il y a un certain nombre d'autres outils. Il y a sur le plan de l'éducation nationale, il faut mettre en place des choses sur un point de vue mémoriel. Il faut peut-être que tous ces Français d'origine maghrébine, etc., se sentent représentés par la République. La République les a mis de côté. Derrière tout ce que vous décrivez, qu'est-ce qu'on essaye de chasser? C'est le peuple. C'est la question sociale. C'est ce que je voulais vous dire en disant faire de la politique. Parce que si je dis que nous sommes une Amérique de l'Europe, nous avons toujours été faits de nos migrations intérieures et extérieures. Et c'est quoi les migrations? C'est d'abord ceux qui font les classes ouvrières, les classes populaires. Souvent, quand je m'amuse à relire le préambule de notre Constitution,
Mais c'est sidérant. La République, elle a des adjectifs pour qu'elle soit vivante. Et elle a 2 adjectifs, démocratique et social. Ah, tiens, il faudrait déjà faire vivre ça. Puis après, on continue, on dit, la République ne fait pas de distinction selon l'origine. Ah, tiens, bon, ben, d'accord, hein, contrôle aux faciès, tout ça. Ben justement, phrase suivante, selon, mot d'époque, la race, l'apparence, et selon la religion. Et il est même dit qu'elle respecte toutes les croyances. C'est écrit. C'est indéniable, mais, évidemment. Donc, mais ce que je veux vous dire. Mais non, mais c'est fou. Bien sûr, c'est ce que je veux vous dire. Qu'est-ce qu'on doit faire? Nous, notre boulot, journaliste, c'est pas la glose, le blablabla, c'est la réalité. Faut faire surgir cette réalité qui montre que ça, c'est pas vrai. Est-ce que ça passe pas par une revue d'effectifs au sein des établissements, des ministères et des rédactions? Est-ce que les rédactions se disent... Bien sûr. On est poussé hors sol et on ressemble à rien. Bien sûr. Est-ce qu'ils se posent bien cette sûr, ce sont des vraies questions qu'on doit se poser, que nous nous posons. Les barrières de verre. Vous savez, le Patrick Cohen, je dis souvent cet exemple, l'anchorman de la première à la RTBF. C'est de l'autre côté, la Belgique. Hein, c'est le présentateur, Mehdi, je vais retrouver son nom tout d'un coup. C'est Mehdi. Mais c'est Mehdi, mais j'ai son nom complet, parce que quand même, voilà, Mehdi Kelfat. Voilà. Je le rencontre, je me dis, tiens, il est belge, il est d'origine marocaine, il y a eu une forte immigration marocaine. Non, non, pas belge. Ah non. Mehdi, passion de la radio, il est français. Et il a été à Radio France. Et il voulait faire. Et puis au moment, on m'a dit, t'es très bon, mais tu ne devrais pas changer ton nom. Tu ne devrais pas changer de sujet. C'est l'homme qui fait toutes les matinales de la première, les plus suivies et tout. On a à apprendre des petits pays. Bien sûr qu'il y a des racistes et des xénophobes en Belgique. Mais il y a des ministres ventripotents, tranquilles, banals, ordinaires, pas des otages de la diversité qu'on montre comme ça, qui vont à la mosquée et qui sont des ministres et pas le ministre chargé d'un petit domaine réservé aux minorités. On va donner justement, vous parlez tout à l'heure du peuple. Le peuple ici, c'est le public. On va lui donner la parole. Bonjour. Debout, Maxime. Maxime, donc je pose une question à tous les trois. Tout à l'heure, Bala demandait ce qui s'était passé entre le Mehdi Koulibaly, qui allait rencontrer Nicolas Sarkozy, et le Mehdi Koulibaly qui est devenu terroriste. Il s'est passé Fleury-Mérogis. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que la France a perdu le moyen de contrôler ses prisons? Est-ce que ce n'est pas un sujet essentiel pour le journalisme, pour les journalistes que vous êtes, que de mettre le doigt sur cette question-là, qui semble fondamentale dans ce... Réponse très très brève. Merci. Évidemment, la question est tout à fait pertinente. Dans le projet de loi très récent qui est sur diverses mesures sur la presse, nous nous sommes battus pour que ce lieu aveugle qu'est la prison soit ouvert aux journalistes et que les journalistes puissent accompagner dans les lieux de privation de liberté, quels qu'ils soient, les parlementaires. Car ça nous était interdit. C'est-à-dire qu'on pouvait aller sur des villes, faire une conférence, mais aller vraiment voir la prison quand des parlementaires sont en mission pour aller voir dedans ce qui s'y passe. Nous avons demandé ça, c'est actuellement dans la proposition de loi. J'espère qu'on pourra vraiment casser ce mur pour montrer cette réalité. Je rappelle que dans le cas de Koulibaly, c'est Le Monde qui l'a raconté, ils avaient fabriqué eux-mêmes un reportage pour montrer ces conditions qui, pour certains, les ont rendus fous. Alors, autre question là-bas, s'il vous plaît. Donc moi, ce que je me demandais, c'est, vous parlez de ce que doivent faire les politiques, les médias, mais comme on vient de le dire, on parle du peuple aussi, et est-ce qu'on n'oublie pas la responsabilité du peuple? C'est-à-dire, est-ce qu'on ne devrait pas mettre les gens face à leurs propres décisions? Parce qu'aujourd'hui, si les politiques et les médias font les erreurs qu'ils font, c'est aussi parce que les gens sont prêts à zapper par exemple sur BFM et pas sur Arte, et à voter par exemple pour Sarkozy et pas pour quelqu'un d'autre. Et puis pour compléter ce que dit Loïc, le chiffre des abstentions selon l'âge lors des dernières municipales, c'est pour les 18-24 ans, c'est 61% de taux d'abstention, contrairement aux plus de 65 ans qui ont été massivement donc dans les bureaux de vote, donc c'est 15% pour les plus de 65 ans et 61% pour les moins de 25 ans. Donc ça pose aussi la question de cette arme du vote qu'on n'utilise pas forcément. Peut-être Nasser, un mot là-dessus?
Je crois que la jeunesse, il y a longtemps qu'elle a déserté les bureaux de vote. Il y a eu le réflexe après la campagne sur l'identité avec Sarkozy, les lois sur le ministère de l'identité, etc. Il y a eu ce réflexe. Et je pense que Hollande a hérité des voix des cités par rapport à ça. Il y avait cette espèce de nausée qui les a portés, ils sont partis voter. Ça a été un réflexe, mais dans l'écrasante majorité, les gens ne vont pas voter. Il y a une désaffection totale. Dans ce pays, il n'y a pas d'espérance. Alors bon, on a parlé des gens qui étaient en situation de rupture, de précarité, etc., etc. Mais dans ce pays, il faut offrir une espérance aux jeunes. Il faut offrir des horizons d'espérance. Et ces horizons-là, malheureusement, depuis des années, n'existent pas parce que les politiques nous embrigadent dans des choses qui sont complètement fermées et les jeunes sont plus discriminés, marginalisés qu'autre chose. Je veux dire, les jeunes des quartiers ne se sentent pas français. Ils ne se sentent pas français. Quand on leur dit mais il y a Le Pen qui arrive, etc., ils disent ouais, mais Le Pen, il leur donne aux Français. C'est un match. C'est un match entre la France et Le Pen. Et eux, alors qu'eux, ils sont français, mais ils s'excluent de cette francité. Et c'est très grave. Donc c'est aussi pour réintroduire toutes les jeunesses dans le champ républicain qu'il faut mettre en place la pédagogie dont Plantu a parlé, mais aussi d'autres choses sur les médias. Et c'est pour ça qu'il faut une grande conférence nationale sur tous les acteurs sociaux, les acteurs politiques, les acteurs médiatiques, de tous horizons. Là, il faut faire la conférence nationale du sursaut républicain. Voilà. Alors, je sais pas comment on l'appelle sur le climat. Il y a tout un tas un Grenelle. Un Grenelle de la société et un Grenelle du vivre ensemble. Ouais, juste une réflexion. Il y a beaucoup de choses intéressantes qui ont été dites, mais quelque chose qui me gêne un peu. Moi, je veux bien qu'on dise, qu'on souligne la responsabilité des médias, des élites, des politiques, etc. Il y a une vraie responsabilité. Mais je crois que ça va nettement au-delà de ça. Je crois que ce qui a été agressé ces derniers jours, c'est la République d'une façon générale. Et cette République, j'ai le sentiment qu'elle a été depuis quelques années délaissée, raillée, mais par tout le monde. La liberté, on souligne les excès des libertaires. L'égalité, on parle d'égalitarisme. La fraternité, on parle de l'assistanat. La laïcité, on parle des laïcards, etc. Et cette espèce de dénigrement, de raillerie contre tout, contre les institutions, je crois que c'est grave. Et je crois qu'on a, vraiment, j'ai un sentiment, et ça c'est tout le monde, on a un petit peu abandonné la République. Et puisqu'on est au Bondi Blog, je m'adresse aux jeunes blogueurs et je me demande si eux aussi, quelque part, il n'y a pas des questions qui doivent se poser. Sur cette histoire de Charlie Hebdo, moi j'ai beaucoup entendu, il y a quand même beaucoup de gens qui disaient, mais après tout, ils allaient trop loin, etc., la liberté, etc. On a parlé de l'abstention. L'abstention, c'est aussi quelque part une insulte qui est faite à la République. La police, la façon dont est considérée la police. Alors, je comprends qu'il y a des ressentiments, etc. Mais enfin, tout ça, il y a beaucoup d'exemples. Et je termine par une question précise. À la grande manifestation de dimanche, il semble, je dis bien il semble, parce que je suis méfiant, parce que j'ai pas moi-même fait il semble qu'il n'y avait pas beaucoup de jeunes de quartier. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous avez le sentiment que la mobilisation a été suffisante chez les jeunes? Et si c'est pas le cas, pourquoi? Rebonsoir. Juste, Monsieur Leclerc, vous posiez la question, vous demandiez est-ce que nous, les jeunes des quartiers, on doit se poser des questions par rapport à la République qu'on a raillée, qu'on aurait méprisée. C'est ce que je comprends de votre discours, et je comprends que vous posez la question. Simplement, j'aimerais juste signaler, et jusqu'à aujourd'hui, les jeunes des quartiers, ils ont quand même l'impression que cette République-là, elle ne les considère pas tellement finalement. Que ce soit dans le système éducatif, que ce soit dans le système social, que ce soit dans le système de santé, que ce soit dans le système des représentations, dans ce qu'ils lisent, dans ce qu'ils voient. Ils ne se reconnaissent pas dans ce qu'ils voient, y compris on parlait des journalistes, on parlait des politiques. Ils ne se reconnaissent pas dans ces gens-là. Et je pense que c'est aussi une des réponses à votre question. Certes, il y a des culpabilités des deux côtés, mais je pense qu'aussi la République n'a pas tout fait pour qu'ils s'identifient à elle. Voilà. Merci beaucoup Ilyes d'avoir répondu. Donc on va conclure cette émission. Vous le savez, nous étions nombreux, c'était très compliqué. Nous avons cassé les cadres de ce magazine. Malgré tout, nous avons essayé de faire de cette émission un moment d'échange, peut-être pas forcément de recueillement, parce que ça fait quand même quelques moments maintenant que cette tragédie est passée. Et malgré la douleur, et notamment la douleur des familles, on se doit de poursuivre donc le combat. Avant de vous quitter, je vais d'abord donner cette fameuse affiche du Bondi Blog Café. Et nous allons, comme à l'accoutumée, demander donc à nos invités d'y mettre une petite dédicace. C'est juste un mot que je veux écrire, qui pour moi, puisqu'on vient de parler de la République, est le mot pivot. Liberté, égalité, fraternité. La liberté, ça peut être la liberté de s'enrichir, donc de créer des inégalités. La fraternité, ça peut être la tentation de choisir des frères, donc d'en exclure d'autres. Pour moi, si la République est un mouvement,
est une dynamique, n'est pas une fixité, n'est pas une assignation, n'est pas une verticalité, c'est qu'il y a ce mot pivot qui est égalité, qui est une promesse. Et donc s'il y a ce contraste entre la question de Gérard Leclerc et la réponse qui a été faite, c'est que nous n'avons pas été assez au rendez-vous de l'égalité. Et le mot que nous devons brandir en étendard, c'est cette promesse de l'égalité. Tout ça pour dire quoi? Pour dire qu'aucun pays n'est propriétaire des grandes idées, des grandes valeurs, mais que nous, on en a une. Et c'est celle-là qu'il nous faut défendre. C'est celle-là que je vais écrire en hommage à Charlie. Merci Edoui Plenel. Vous pouvez faire un dessin éventuellement, Jean Plantu. Vous ne savez pas faire autre chose. Je pense que c'est la liberté d'expression qui est en cause. C'est-à-dire que c'est pas un problème de dessinateur, c'est pas un problème du journaliste, c'est un problème de vous tous autour de la table. Ce qui fait que quand je vois un personnage comme ça, j'ai plus qu'à le terminer. C'est-à-dire qu'il parle, regardez comme il parle, voilà. Et puis on lui rajoute, voilà. Et puis il a envie de s'exprimer, voilà. Et il raconte ce que Plenel vient de dire, mais au moins il est là et il a plein de vie. Et je rajouterai ça parce que parler, c'est aussi savoir écouter ce que dit l'autre. Il faut lui laisser terminer sa phrase. Vous avez oublié la petite souris. J'ai oublié la petite souris que je fais là. Voilà. Qui est la propriété des lecteurs et je signe ici. Merci beaucoup Plantu d'être venu à Bondy. À vous, vous êtes le dernier, Nasser Ketan. Mais moi, le mot que je voudrais inscrire ici, c'est le mot, République. Donc la République, on a parlé tout à l'heure des gens qui n'allaient pas voter, et donc Gérard Leclerc a parlé d'une insulte à la République. Et le jeune du Bondy Blog elle lui a répondu. Il lui a dit, mais attendez, la République les insulte. Depuis des années, des décennies, la République passe leur temps à les marginaliser, à les discriminer, à les insulter. Voilà. Et donc, moi, je serais tenté de dire, la République, oui, mais toute la République. Voilà. Merci beaucoup Nasser Ketan d'avoir accepté évidemment notre invitation. Je rappelle que vous êtes le PDG de Beurre FM. Merci Edoui Plenel, cofondateur du site Mediapart, d'être venu, d'avoir chamboulé votre agenda pour être présent avec nous ici à Bondy. Et évidemment Jean Plantu d'avoir participé à ce magazine. Depuis quelques jours nous sommes un peu sonnés, mais malgré tout, comme je l'ai dit depuis le début de cette émission, malgré la douleur, malgré l'effroi, il est important de poursuivre notre travail, notre combat. Et je voulais aussi vous donner une petite information. La Fondation Louis Lépine lance une dynamique de soutien et de solidarité aux agents de la police, au profit donc des policiers victimes du devoir, et notamment donc ce 7 janvier 2015. Beaucoup de choses ont été dites ce soir, mais une chose est importante, c'est que vous avez entendu ici les enfants de la République. Merci, on se retrouve le mois prochain sur LCP, sur France 1. Comme colère, est-ce que on s'empêche de ressentir, mais est-ce que chacun ressent, je pense, partout après ce qui s'est passé. H comme haine, et une haine qu'on n'arrive pas à comprendre, celle que ces individus qui ont fait ça apparemment ont ressenti, parce qu'on peut pas faire ça sans ressentir de haine, on peut pas tuer des gens froidement comme ça sans ressentir ça. A comme amalgame, et c'est ce que tout le monde craint, et ce que tous les hommes politiques à peu près ont essayé de demander d'éviter au lendemain de ce qui s'est passé. R comme République, celle dans laquelle on veut croire et celle qu'on pense qu'elle va résister et même qu'elle va se renforcer après ce qui s'est passé. Je pense que c'est le souhait de tout le monde. L comme liberté, celle d'expression, celle pour laquelle les journalistes de Charlie Hebdo sont morts. I comme... j'aurais même pas dire islam, mais I comme islam évidemment, parce que c'est ce qui a été souillé par les terroristes qui ont fait ça. Et c'est une conception religieuse qui risque d'être malmenée malheureusement dans les jours qui viennent. Et eux comme espoir que quelque chose de nouveau naisse, et quelque chose de évidemment positif et d'encourageant pour l'avenir.